Bonjour à tous, comment allez-vous? Aujourd'hui, j'espère que vous êtes tous en bonne santé et remplis de bonheur. Comme toujours, nous allons nous plonger dans une histoire poignante qui ne manquera pas de bousculer vos émotions, de mettre votre patience à l'épreuve et peut-être de vous mettre en colère. C'est l'histoire d'une épouse qui, malgré un sacrifice énorme, a été récompensée par une trahison. Imaginez, pendant 5 longues années, cette épouse a travaillé sans relâche pour financer l'intégralité des études de son mari jusqu'à ce qu'il obtienne son diplôme de la faculté de médecine. Mais qu'a-t-elle reçu le jour de la remise des diplômes? Au lieu de remerciements, elle a reçu une lettre de divorce. Son mari lui a dit avec arrogance « Nous ne sommes plus au même niveau. J'ai honte d'avoir une femme aussi ordinaire que toi. » Après le divorce, l'épouse a disparu sans laisser de traces. Cependant, 1 an plus tard, son ex-mari, devenu médecin, a paniqué et l'a cherché désespérément. Que lui était-il arrivé? Bien, avant de nous plonger dans cette histoire, comme toujours, je vous demande de continuer à soutenir la chaîne d'Histoire de Momo. Si vous ne l'avez pas encore fait, assurez-vous de cliquer sur le bouton j'aime et pour ne manquer aucune de nos histoires les plus excitantes et récentes, abonnez-vous et activez la cloche de notification en attendant. Et si nous faisions un petit appel? Momo adorerait savoir d'où vous nous regardez. S'il vous plaît, écrivez votre nom, la ville où vous vivez et le mot présent dans les commentaires. Merci beaucoup à tous. Très bien. Sans plus attendre, plongeons directement dans l'histoire. Ce matin-là, un tonnerre d'applaudissements résonnait dans le grand amphithéâtre de l'université. Parmi les familles heureuses, Camille était assise, submergée par l'émotion. Elle essuya discrètement les coins de ses yeux qui s'étaient humidifiés pour empêcher les larmes de couler. Elle regarda vers la scène. Là, son mari, Julien, se tenait droit, vêtu de la toge et du mortier de diplômé, tenant le diplôme de médecin qu'il venait de recevoir du doyen. 5 ans, 5 longues années d'attente, de sacrifices et de difficultés inimaginables, avaient enfin été récompensées. Camille sourit. Un sourire sincère qui semblait un peu raide à cause des années de fatigue. Elle regarda ses propres mains, légèrement rêches, des mains qui n'avaient pas connu le luxe d'une manucure au cours des 5 dernières années. Ses mains avaient été occupées à pétrir la pâte pour faire des viennoiseries pour les boulangeries locales à l'aube et à taper des rapports tard dans la nuit au bureau. C'étaient les mêmes mains qui massaient le dos de Julien quand il se plaignait d'épuisement après de longues nuits d'études. Camille avait accepté de cumuler 2 emplois. Elle avait vendu les bijoux hérités de sa mère et avait réprimé tous ses propres désirs. Tout cela pour un seul rêve, voir Julien en blouse blanche. À côté d'elle, la mère de Julien et sa belle-mère, Madame Dubois, affichaient l'expression la plus fière. « Mon Julien est enfin un grand médecin », s'exclama Madame Dubois à un invité assis à côté d'elle, recevant des félicitations. Madame Dubois était très élégante dans un tailleur de créateur et un chignon impeccable. Elle jeta un regard de côté à Camille, qui portait une robe simple. Depuis longtemps, Madame Dubois ne cachait pas son aversion pour Camille, car elle venait d'une famille modeste et, à son avis, n'était pas à la hauteur de son brillant Julien. Mais Camille s'en fichait. L'amour de Julien lui suffisait. La cérémonie de remise des diplômes se termina. Julien s'approcha d'elle avec un large sourire, mais ce sourire était principalement destiné à Madame Dubois. Il serra sa mère dans ses bras. « J'ai réussi, maman, » dit-il. « Bien sûr, mon fils. Maman a toujours su que tu étais exceptionnel, » répondit Madame Dubois en lui tapotant le dos. Camille s'approcha pour embrasser son mari. « Félicitations, chérie. » Julien accepta l'étreinte de Camille avec une certaine raideur. Il la relâcha rapidement. « Oui, merci. Ce soir, nous dînerons dans ce nouveau restaurant de luxe qui vient d'ouvrir. J'ai fait une réservation. Nous allons fêter ça, » dit Julien. Mais ses yeux ne croisèrent pas ceux de Camille. Le cœur de Camille fut un peu blessé par cette froideur, mais elle essaya de comprendre. Peut-être que Julien était fatigué ou simplement submergé par l'émotion. « Bien sûr, chérie, tout ce que tu veux, » répondit doucement Camille. Le soir, tous les 3 s'assirent dans un restaurant de luxe avec vue sur le profil nocturne éblouissant de Paris. Camille se sentait un peu déplacée. C'était l'endroit le plus cher où elle était jamais allée. Elle vit Julien, qui avait enfilé une chemise de marque d'aspect coûteux, assis avec une confiance débordante. Madame Dubois n'arrêtait pas de prendre des photos de Julien pour les publier sur ses réseaux sociaux. « Chérie, tous nos efforts sont enfin terminés. Maintenant, nous pouvons commencer une nouvelle vie, » dit Camille en essayant d'entamer une conversation chaleureuse.
En entendant cela, Madame Dubois laissa échapper un petit rire. Les efforts de Julien, tu veux dire, Camille. Mon fils est un grand travailleur. Il est maintenant médecin. Bien sûr que sa vie sera nouvelle. Il mérite le meilleur. Camille se tut face à ce commentaire sarcastique. Elle attendit que son mari la défende, qu'il dise que c'était l'effort de tous les deux. Mais Julien ne dit rien, occupé à examiner le menu. Après avoir commandé, un bref silence s'installa. Julien se racla la gorge, regarda Camille. Cette fois, son regard était difficile à interpréter. Froid, inexpressif, avec quelque chose d'étrange. « Camille, je dois te dire quelque chose, » dit Julien. « Oui, chérie ?» répondit Camille en le regardant avec attente. Julien fouilla dans sa nouvelle mallette et en sortit une épaisse enveloppe Kraft, la posant sur la table juste devant Camille. Camille fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est, chérie? Une offre d'emploi de l'hôpital ?» Madame Dubois, assise à côté de Julien, sourit avec suffisance. Ce sourire donna à Camille un soudain et mauvais pressentiment. Julien secoua légèrement la tête. « Non, ouvre-la. » Les mains de Camille tremblèrent un peu en prenant l'enveloppe. Elle l'ouvrit lentement. Ses yeux lurent les premières lignes d'un document officiel. Son cœur sembla s'arrêter. Le restaurant de luxe parut cesser de tourner. Le tintement des couverts des autres tables sembla s'évanouir. Là, écrit clairement, il y avait « Demande de divorce ». Camille leva les yeux et regarda Julien sans comprendre. Ses lèvres tremblaient. « Julien, c'est une blague, n'est-ce pas? Quelle sorte de blague est-ce? Aujourd'hui, c'est ta remise de diplôme. » Julien soupira profondément. Son visage se durcit. C'était comme si le masque de bonheur qu'il avait porté toute la journée était tombé. « Je suis sérieux, Camille. Nous ne pouvons pas continuer ensemble. »« Mais pourquoi? Qu'ai-je fait de mal, chérie? Pendant 5 ans, j'ai... » La voix de Camille se brisa. « C'est précisément pour ça? » L'interrompit brusquement Julien. « 5 ans? Ça a suffi. Maintenant, je suis médecin. J'ai un avenir brillant. J'ai besoin d'une partenaire qui soit à ma hauteur, quelqu'un que je puisse emmener à des réunions importantes, quelqu'un qui corresponde à mon statut social. » Julien la regarda de haut en bas, évaluant sa robe simple, son visage fatigué et sans maquillage. « Camille, nous ne sommes plus au même niveau. » Julien prononça cette phrase avec une telle légèreté, comme si les 5 années de sacrifice de Camille ne signifiaient rien. « J'ai honte d'avoir une femme aussi ordinaire que toi. » Ce fut comme un coup de foudre par temps clair. La tête de Camille se mit à tourner. Ces mots insultants furent prononcés par l'homme pour qui elle avait été le soutien, l'infirmière et l'appui de ses rêves. Madame Dubois ajouta d'une voix triomphante. « Tu as entendu, Camille? Julien a maintenant d'autres standards. Tu aurais dû te rendre compte de ta place depuis le début. Il vaut mieux que vous vous sépariez maintenant avant que tu ne deviennes un fardeau et que tu ne lui fasses honte dans la communauté médicale. Considère l'argent que tu as gagné comme une œuvre de charité. » Les larmes que Camille avait retenues jaillirent enfin. Pas une seule goutte, mais un torrent incontrôlable. La douleur, l'humiliation et la trahison lui brisèrent le cœur. Elle regarda Julien, cherchant un vestige de l'homme qu'il avait autrefois aimé, mais tout ce qu'elle trouva fut un étranger arrogant. Elle regarda Madame Dubois, qui souriait de satisfaction. « Tu n'as fait qu'emprunter mon corps, mon énergie et toute ma vie pendant les 5 dernières années pour acheter ce diplôme. » Les larmes cessèrent instantanément. Elle leva lentement la tête et regarda les 2 personnes en face d'elle. Son regard, autrefois hébété et plein de douleur, était maintenant froid, inexpressif et indéchiffrable. Elle essuya brusquement les larmes restantes sur ses joues. Ce n'était plus le geste doux d'une personne désespérée, mais le mouvement ferme de quelqu'un qui avait pris une décision. Julien et Madame Dubois furent un peu surpris par ce changement soudain. Ils s'attendaient à ce que Camille pleure, supplie ou s'évanouisse. Mais au lieu de cela, Camille garda un silence terrifiant. « Assez !» Ce seul mot sortit des lèvres de Camille. Sa voix était rauque d'avoir retenu ses pleurs, mais elle était très forte et emphatique. « Madame Dubois, j'ai dit assez », Camille répéta, regardant maintenant droit dans les yeux de sa belle-mère, qui commençait à paraître déconcertée. « Vous m'avez dit de connaître ma place. Vous avez dit que mes sacrifices n'étaient que de la charité. Vous avez dit que j'étais un fardeau. » Camille se mordit la lèvre avec force pour réprimer un sanglot qui voulait s'échapper. Elle ne leur donnerait pas la satisfaction de la voir s'effondrer en public.
Avec des mains qui tremblaient violemment, elle froissa la notification de divorce. Le mot « charité » que Madame Dubois avait craché fut comme jeter de l'essence sur les braises du cœur de Camille. Quelque chose en elle se brisa, mais ne vola pas en éclats. Au moment où il se rompit, il se transforma en un acier froid et tranchant. « Vous dites que ce diplôme est le vôtre. Vous vous trompez lourdement. » Camille se leva lentement de sa chaise. Ses mouvements étaient calmes, mais chargés d'une fureur contenue. Sa main, la même qui venait de froisser les papiers du divorce, pointait maintenant directement le visage de Julien, qui commençait à pâlir. « Ce diplôme est aussi le mien. » La voix de Camille monta soudain d'une octave. Elle surprit Julien et Madame Dubois et fit même se retourner les clients de la table voisine. Camille s'en fichait. « Chaque euro qui t'a mené à cette remise de diplôme, c'est ma sueur !» cria Camille. Sa voix tremblait d'émotion réprimée. « Chaque manuel épais que tu as acheté, c'est la nourriture que je me suis retirée de la bouche. Chaque nuit où tu as dormi confortablement avant un examen, j'étais éveillée jusqu'à l'aube à préparer des viennoiseries pour les commandes. Toi ?» Camille piqua la poitrine de Julien avec son index. « Tu n'as fait qu'emprunter mon corps, mon énergie et toute ma vie pendant les 5 dernières années pour acheter ce diplôme. » Sa poitrine se soulevait et s'abaissait, sa respiration haletante alors qu'elle contenait la colère qui lui montait à la tête. « Vous avez dit que je ne suis pas à votre niveau. » Camille rit de nouveau. Cette fois, plus fort. « Vous avez raison. Je ne suis vraiment pas à votre niveau. » Elle alterna son regard perçant entre Julien et Madame Dubois. « Je ne serai jamais au niveau d'un lâche qui trahit sa femme le jour de sa remise de diplôme. Et je ne serai jamais au niveau d'une mère qui soutient fièrement la trahison de son fils juste pour le statut social. » Camille prit son simple sac à bandoulière qui était sur la chaise. « Et, rappelez-vous bien de ceci, tous les deux ?» Camille insista sur chaque mot. « Vous le regretterez. » Blessé dans sa fierté de médecin novice et furieux d'être réprimandé en public, Julien se leva. Son visage était rouge de honte et de colère. « Camille, assieds-toi. Ne fais pas de scandale. Que veux-tu de plus, hein? Le partage des biens? Nous n'avons rien. As-tu oublié que tout ton argent est allé dans mes frais de scolarité ?» cria Julien, essayant d'intimider Camille pour qu'elle se rassoie. Camille laissa échapper un petit rire. Un rire cynique, plus glaçant qu'un cri hystérique. Ce rire mit Julien mal à l'aise. « Vous pensiez que j'allais rester les bras croisés pendant que vous me piétiniez et m'humiliez ainsi ?» Camille se tourna vers Julien, qui semblait maintenant un peu tendu et déconcerté. « Et vous, monsieur Julien ?» La façon dont elle insista sur le monsieur sonnait comme une moquerie. « Vous dites que vous êtes devenu médecin. Tu as commencé à rentrer tard sous prétexte de projet de groupe, même si tes vêtements sentaient le parfum d'une autre femme. Il y a 1 semaine, j'ai renoncé à m'acheter de nouveaux vêtements pour couvrir ta dernière mensualité de scolarité et soudain, tu as eu de l'argent pour une nouvelle montre de marque. » Mais Camille, au contraire, sourit. Un sourire si froid que Julien en eut un frisson. « Tu me croyais si stupide, chérie ?» Camille sortit son téléphone portable. Elle ne se souciait plus des regards des gens autour d'elle. « Tu croyais que je n'avais pas remarqué ton comportement dégoûtant depuis 6 mois ? Tu as commencé à cacher ton téléphone chaque fois que je passais. Nos soupçons étaient corrects. » Pendant un moment, Camille écouta la voix à l'autre bout du fil. « Oui, maître. J'ai reçu la notification ce soir, comme je m'y attendais, exactement comme le scénario que vous aviez prédit. » Le cœur de Julien se mit à battre la chamade. « Soupçon, prédit. S'il vous plaît, procédez, » continua Camille. Sa voix était d'un calme effrayant. « Traitez immédiatement tous les documents que j'ai laissés à votre cabinet la semaine dernière. »« Oui, maître, tout, y compris la contre-poursuite pour trahison et fraude. Et le plus important, incluez le détail complet de la demande de dommages et intérêts pour les frais d'éducation et de subsistance pendant 5 ans. S'il vous plaît, envoyez la convocation à l'adresse de l'hôpital où il commencera à travailler la semaine prochaine, le plus tôt possible. » En entendant le mot « dommages et intérêts », Madame Dubois bondit de sa chaise. Son visage était pâle. « Contre-poursuite ? Quel dommage et intérêt, Camille ? N'invente pas des choses. Tu es folle ? Tu essaies de faire chanter mon fils !» cria-t-elle, paniquée. Camille raccrocha finalement, rangea son portable dans son sac d'un mouvement lent. Elle regarda Madame Dubois. « Je ne suis pas folle, madame. Je réclame simplement mes droits. Vous venez de dire vous-même que c'était un investissement. Eh bien, je veux récupérer mon investissement, en totalité. J'ai gardé toutes les preuves de virement,
les reçus des frais de scolarité et même chaque facture d'électricité que j'ai payée au cours des 5 dernières années. Pendant le trajet, Camille resta assise, immobile. Les lumières de la ville, qui auraient dû être les témoins de sa joyeuse célébration, semblaient maintenant une moquerie douloureuse. Le visage arrogant de Julien et le sourire rusé de Madame Dubois ne cessaient d'apparaître devant ses yeux. « Nous ne sommes plus au même niveau ». Cette phrase continuait de résonner à ses oreilles comme un clou rouillé. Elle serra le téléphone qu'elle tenait à la main. Au lieu de cela, elle la plia soigneusement et la rangea dans son sac. Ce sera une excellente preuve supplémentaire au procès. Merci. Je ne signerai pas tes papiers de divorce, dit Camille fermement. Mais je vais divorcer de toi et je te ferai payer chaque goutte de ma sueur avant que tu puisses porter fièrement cette blouse blanche. Sans un mot de plus, Camille se retourna, sortit de ce restaurant de luxe d'un pas ferme, laissant Julien et Madame Dubois figés à la table devant la nourriture, chère qu'ils avaient commandée et qu'ils n'avaient même pas touchée. Cette nuit-là, Camille ne pleura plus. La fureur ardente avait séché toutes ses larmes, ne laissant qu'une détermination d'acier. Les pas de Camille en sortant du restaurant de luxe étaient légers, mais ses empreintes semblaient brûler sur le sol froid en marbre. Elle ne pleura pas. Une fureur dense avait gelé ses larmes. Elle se dirigea à grands pas vers le hall, ignorant les regards des employés du restaurant qui l'observaient étrangement, elle qui était entrée en trio et sortait seule, le visage enflammé. Elle héla immédiatement un taxi qui passait et donna l'adresse du studio de Lucie, sa seule amie dans la ville. Blessé dans sa fierté de médecin novice et furieux d'être réprimandé en public, Julien se leva. Son visage était rouge de honte et de colère. « Camille, assieds-toi. Ne fais pas de scandale. Que veux-tu de plus, hein? Le partage des biens? Nous n'avons rien. As-tu oublié que tout ton argent est allé dans mes frais de scolarité? » cria Julien, essayant d'intimider Camille pour qu'elle se rassoie. Le contact de Maître Leroy y était enregistré. Elle ne laisserait pas cette humiliation être la fin de tout. Ce serait le début. Lucie ouvrit la porte de son modeste studio d'un air endormi, mais ses yeux s'écarquillèrent de surprise en voyant Camille sur son seuil. « Camille, que fais-tu ici à cette heure? Ne devrais-tu pas être en train de fêter le diplôme de Julien ?» Camille ne répondit pas. Elle entra et dès que la porte se referma, ses jambes cédèrent. Elle s'appuya contre le mur. « Il m'a demandé le divorce, Lucie, » dit Camille d'une voix calme et rauque. « Quoi ?» Lucie sursauta de surprise. « C'est une blague ? Ce n'est pas possible. » Au restaurant le soir même de sa remise de diplôme, répéta Camille, et sa voix se mit à trembler de nouveau. Lucie serra immédiatement son amie dans ses bras. Dans les bras de Lucie, la carapace de Camille s'effondra. Mais ce n'était pas un cri de désespoir, mais un cri de fureur bouillonnante. Elle raconta tout. Les insultes de Madame Dubois, l'arrogance de Julien et la demande de divorce. « Ce parasite misérable », maudit Lucie en serrant les poings. « Et cette belle-mère, c'est une personne ou un démon? Je te l'avais dit depuis le début, Camille. Ils ne font que t'utiliser. Je sais. » Camille s'écarta de l'étreinte et essuya ses larmes. « J'ai déjà appelé un avocat. Maître Leroy. » Lucie fut stupéfaite. « Un avocat? Depuis quand? » « Depuis 6 mois. » Camille s'interrompit. « Depuis que j'ai réalisé que Julien commençait à changer. Depuis que j'ai trouvé des preuves qu'il transférait de l'argent sur un autre compte dans mon dos. J'avais juste besoin de la preuve finale, et ce soir, il me l'a donnée. » Quelques semaines plus tard, l'atmosphère dans la salle de médiation du tribunal des affaires familiales était très froide et tendue. Camille, vêtue d'une robe simple mais soignée, était assise bien droite. Son visage était calme et inexpressif. À côté d'elle, Maître Leroy, un homme d'âge moyen à l'allure calme mais vive, organisait un épais dossier sur la table. En face d'eux, Julien et Madame Dubois étaient assis nerveusement. Julien, qui était sur le point de commencer son internat dans un hôpital prestigieux, semblait hagard. Madame Dubois ne cessait de lui chuchoter à l'oreille. Le visage pâle, la convocation de Maître Leroy, détaillant la contre-poursuite et la demande de dommages et intérêts, s'élevant à 485 000 €, avaient complètement ruiné leur ambiance de célébration. Le médiateur ouvrit la séance, mais avant que Julien ou son avocat fraîchement engagé ne puisse parler, Maître Leroy intervint directement. « Merci pour votre temps. Ma cliente, Madame Camille, est ici aujourd'hui pour répondre à la demande de divorce de Monsieur Julien. Cependant, nous rejetons cette demande. » Julien leva les yeux.
Que veux-tu dire par vous la rejeter, Camille? Toi, Oitu. Nous la rejetons, interrompit fermement Maître Leroy, parce que ce sera ma cliente qui déposera la demande de divorce, et nous l'avons déjà enregistrée. Maître Leroy tendit une liasse de papier au médiateur. Une demande de divorce pour motif de trahison, fraude matérielle et abus psychologiques. C'est de la calomnie, cria Madame Dubois d'une voix perçante. N'invente pas des choses. Maître Leroy l'ignora. Et nous joignons également une demande de dommages et intérêts pour tous les frais d'éducation et de subsistance que ma cliente a supportés pendant 5 ans pour financer les études de médecine de Monsieur Julien. Maître Leroy ouvrit le dossier épais devant lui. Toutes les preuves détaillées sont jointes ici, des virements semestriels, des reçus d'achat de livres et de matériel de pratique, des preuves de paiement du loyer du logement, jusqu'à un détail des dépenses alimentaires quotidiennes que ma cliente envoyait sur le compte de Monsieur Julien. Le total s'élève à 485 000 €. Julien resta bouche bée et son visage devint instantanément pâle. 485 000 €, c'était une somme astronomique. Son salaire de départ en tant qu'interne n'atteindrait même pas un dixième de ce montant en 1 an. Madame Dubois eut le souffle coupé. L'avocat qu'ils avaient engagé ne put qu'avaler sa salive en voyant la liasse impeccable de preuves. C'est du chantage, dit Julien d'une voix qui était un mélange de colère et de peur. C'était le devoir d'une épouse. Camille, es-tu folle? Camille, qui était restée silencieuse tout ce temps, parla enfin. Oitu. Nous la rejetons, interrompit fermement Maître Leroy, parce que ce sera ma cliente qui déposera la demande de divorce, et nous l'avons déjà enregistrée. Maître Leroy tendit une liasse de papier au médiateur. Une demande de divorce pour motif de trahison, fraude matérielle et abus psychologiques. C'est de la calomnie, cria Madame Dubois d'une voix perçante. N'invente pas des choses. Maître Leroy l'ignora. Un silence étouffant s'installa. Julien et Madame Dubois savaient qu'ils ne pouvaient présenter aucune défense face à cette liasse de preuves. C'est alors que Camille fit un petit signe à Maître Leroy. Maître Leroy hocha la tête. Les mots suivants de Maître Leroy remirent Julien et Madame Dubois sous tension. Ma cliente est une personne au grand cœur. Elle ne veut pas prolonger cette affaire. Camille regarda Julien. Je retirai la demande de dommages et intérêts de 485 000 €. Julien et Madame Dubois ouvrirent la bouche, n'en croyant pas leurs oreilles. À certaines conditions, ajouta rapidement Camille. Premièrement, tu accepteras ma demande de divorce. La cause doit être clairement enregistrée, trahison et abandon. Je veux récupérer mon honneur. Rayenne. Julien serra les dents. C'était humiliant. Deuxièmement, continua Camille, il n'y aura aucune réclamation de biens. Je ne prendrai rien de cette maison, et tu ne pourras rien m'exiger non plus. Jamais. Nous sommes quittes. Troisièmement, vous signerez tous les deux un accord stipulant que vous ne me dérangerez plus jamais, ni moi ni ma famille. Quatrièmement, tout cela se termine aujourd'hui, sans appel ni report. Quelques semaines plus tard, l'atmosphère dans la salle de médiation du tribunal des affaires familiales était très froide et tendue. Camille, vêtue d'une robe simple mais soignée, était assise bien droite. Son visage était calme et inexpressif. À côté d'elle, Maître Leroy, un homme d'âge moyen à l'allure calme mais vive, organisait un épais dossier sur la table. En face d'eux, Julien et Madame Dubois étaient assis nerveusement. Elle sortit du palais de justice sans se retourner, laissant un Julien qui s'effondra sans force et une Madame Dubois qui pleurait de soulagement. Cet après-midi-là, Camille finit de ranger ses dernières affaires dans une vieille valise dans le studio de Lucie. Elle avait vendu le reste de ses bijoux et avait rassemblé assez d'argent pour commencer une nouvelle vie. Camille, ces 485 000 € étaient à toi. Tu aurais pu t'acheter un nouvel appartement avec cet argent, dit Lucie, encore incapable de comprendre. Camille ferma la valise. Je n'en veux pas, Lucie. Si j'accepte cet argent, je serai toujours liée à la rancœur. Elle sortit du palais de justice sans se retourner, laissant un Julien qui s'effondra sans force et une Madame Dubois qui pleurait de soulagement. Je vais quitter cette ville. Je vais disparaître de la vie de Julien et de sa mère. J'utiliserai tout mon capital immatériel, toute cette douleur, pour construire quelque chose de vraiment grand. Un jour, ils entendront à nouveau mon nom. Et alors ils se rendront compte de qui n'était vraiment pas à la hauteur. Camille serra Lucie fort dans ses bras. « Prends soin de toi, Lucie, et ne dis à personne où je suis. »« Bien sûr, Camille.
Poursuis tes rêves. Fais-les regretter. Cette nuit-là, Camille se dirigea vers la gare routière. Elle choisit délibérément une petite ville lointaine, un endroit où personne ne la connaissait. Lorsque le bus commença à laisser derrière lui la ville éblouissante qui lui avait causé tant de douleur, Camille regarda par la fenêtre. Elle ne pleura pas, elle ressentit seulement un immense soulagement. Elle disparut avec une valise, un tas de sacrifices non réclamés et une grande promesse à elle-même. 1 an s'était écoulé. Le temps s'écoulait sans concession, changeant les destins et faisant tourner la roue de la vie. Au 15e étage de la clinique privée la plus prestigieuse de Paris, un jeune homme marchait d'un pas ferme et assuré. Sa blouse blanche de médecin était impeccablement repassée. Un stéthoscope coûteux pendait à son cou, non seulement comme un outil, mais comme un symbole de statut. La plaque nominative sur sa poitrine indiquait clairement « Docteur Julien ». Il était la nouvelle étoile montante de la chirurgie. Intelligent, agile et, malgré son jeune âge, on lui confiait déjà plusieurs opérations complexes. Ses supérieurs l'adoraient, les jeunes infirmières l'admiraient, et ses collègues le voyaient comme un modèle à suivre. Julien avait obtenu tout ce qu'il voulait. Son ancienne vie avec Camille ressemblait à un lointain cauchemar. Il se souvenait à peine du nom de son ex-épouse. Si jamais elle lui venait à l'esprit, Julien ne la considérait que comme un souvenir honteux, une marche qu'il avait dû fouler pour arriver là où il était maintenant. Divorcer de Camille a été la meilleure décision de ma vie, se disait-il souvent devant le miroir de son luxueux Penthouse. Camille était un fardeau, une pierre dans sa chaussure, un rappel de son passé médiocre. Maintenant, il était libre, et il célébrait cette liberté avec luxe. Julien ne vivait plus dans le petit appartement en location qu'il avait hérité de son père. Lui et Madame Dubois avaient emménagé dans un penthouse de luxe au cœur de la ville, où ils pouvaient profiter de la vue nocturne sur la ville chaque soir. Bien sûr, l'hypothèque l'étouffait, mais Julien s'en fichait. Le statut était tout. Il avait également troqué sa vieille moto contre une Mercedes-Benz classe E noire, flambant neuve. Il avait acheté la voiture avec un financement sur 7 ans à des taux d'intérêt très élevés. Son salaire de départ à la clinique privée était élevé, mais pas suffisant pour le style de vie qu'il voulait afficher. Chaque week-end, Julien passait ses soirées dans des restaurants gastronomiques du genre de celui qu'il avait utilisé pour humilier Camille. Il achetait des montres de marque, des vêtements de créateurs et rejoignit un club de golf exclusif. En apparence, le docteur Julien était le parfait portrait du succès. Mais derrière cette façade, une pile de factures de cartes de crédit commençait à s'accumuler. Il vivait en jonglant avec 5 cartes de crédit différentes et avait contracté plusieurs prêts bancaires sous prétexte de rénover le Penthouse. L'arrogance de Julien avait parfaitement déteint sur Madame Dubois. Son statut de mère de médecin avait élevé sa position sociale à un niveau qu'elle n'avait jamais imaginé. Madame Dubois était maintenant membre à part entière d'un cercle social d'épouses d'hommes d'affaires et de hauts fonctionnaires. Chaque fois qu'elle se réunissait, elle ne parlait que de la grandeur de Julien. « Ah, Julien, bien sûr, ma chère. Il n'arrête pas d'avoir des opérations importantes. Hier soir, il n'est rentré qu'à 3 heures du matin, disait-elle un après-midi, en remuant un thé cher dans le hall d'un hôtel de luxe. En réalité, elle savait parfaitement que Julien était rentré à 3 heures du matin, non pas à cause d'une opération, mais parce qu'il avait assisté à une fête dans une discothèque exclusive. Pauvre de moi, mais que voulez-vous, c'est l'appel d'une noble profession. Ce garçon est si dévoué. Le nouveau Penthouse, dis-tu, ma chère? Continua Madame Dubois comme pour répondre à une question. Ah, eh bien, c'est modeste. 3 chambres avec vue sur la ville? Julien a insisté pour que sa mère emménage. Il a dit que je devais être à l'aise dans ma vieillesse. C'est un si bon fils. Madame Dubois pressait constamment Julien de trouver rapidement une nouvelle partenaire. Julien, maintenant tu es un médecin de premier plan. Ne te trompe plus avec ta femme. Cherche quelqu'un de ton niveau. La fille du professeur Cano est jolie et diplômée en Suisse. Ou que dirais-tu de Sarah, la fille du directeur de l'hôpital d'à côté? Rappelle-toi. Le mariage est maintenant un investissement social pour ta carrière. Lui sérinait Madame Dubois presque quotidiennement. Julien se contentait d'acquiescer, profitant de son nouveau statut de célibataire le plus convoité. Les jours passaient dans un cycle d'ostentation et de dette. Jusqu'à un après-midi, alors que Julien présidait une réunion d'évaluation avec de jeunes médecins, quelque chose se produisit. Il parlait avec autorité, pointant l'écran de présentation, quand il sentit soudain un vertige.
Sa vue se brouilla une seconde, et il dut s'agripper au bord de la table pour ne pas chanceler. « Docteur Julien, ça va ?» demanda un jeune médecin en voyant le visage de son supérieur devenir soudainement pâle. Julien se redressa instantanément. Il se racla la gorge. « Ça va, juste un peu fatigué. Trop d'opérations, » répondit-il brusquement. « Continuons. » Il ignora la pulsation étrange qu'il sentait dans ses tempes. « Ce doit être une migraine ordinaire, » pensa-t-il. « Manque de sommeil et trop de café. Toutes les preuves détaillées sont jointes ici. Des virements semestriels, des reçus d'achat de livres et de matériel de pratique, des preuves de paiement du loyer du logement, jusqu'à un détail des dépenses alimentaires quotidiennes que ma cliente envoyait sur le compte de M. Julien. Le total s'élève à 485 000 euros. Julien resta bouche bée et son visage devint instantanément pâle. 485 000 euros, c'était une somme astronomique. Il serra le poing sous la table, essayant de contrôler le tremblement. Il accusa la climatisation qui était trop froide. Cette nuit-là, dans son luxueux Penthouse, le symptôme se manifesta plus fortement. Il venait de prendre une douche chaude et se préparait à sortir pour un dîner que Madame Dubois avait organisé pour lui présenter une femme. Il se tenait devant un grand miroir, ajustant une cravate chère. Soudain, le monde autour de lui sembla basculer. Sa tête lui faisait intensément mal, comme si des milliers d'aiguilles la piquaient. Sa vue se brouilla complètement et un fort bourdonnement résonna dans ses oreilles. Il chancela en arrière, heurtant la coiffeuse derrière lui. Des flacons de parfum coûteux tombèrent au sol. « Quoi? Qu'est-ce qui se passe ?» murmura Julien en se tenant la tête qui semblait sur le point d'éclater. Il s'effondra sur le sol. Il manquait d'air. Une sueur froide trempa sa chemise. En tant que médecin, les sonnettes d'alarme retentirent dans sa tête. Ce n'était pas une fatigue ordinaire ni une migraine, mais son énorme ego refusait de l'admettre. Il ne pouvait pas être malade. Le grand docteur, Julien, au sommet de sa carrière, ne pouvait pas être malade. Il se traîna jusqu'à l'armoire à pharmacie et sortit 2 analgésiques à haute dose. Il les avala sans eau. 15 minutes plus tard, la douleur s'atténua lentement. Il sentait encore une pulsation résiduelle, mais il se regarda dans le miroir brisé au sol. Son visage était pâle. Le téléphone sonna. C'était Madame Dubois. « Julien, où es-tu? Sarah et sa famille attendent. Ne mets pas ta mère dans l'embarras. » Julien prit une profonde inspiration, essayant de rassembler les forces qui lui restaient. « Oui, maman, j'arrive. Il y a un embouteillage. » Il mentit. Il se leva. Son corps tremblait encore légèrement. Il se lava le visage et se recoiffa. Il regarda la pile de factures de cartes de crédit et les reçus des mensualités de la voiture sur son bureau. Soudain, tout ce luxe lui parut froid et effrayant. La peur commença à envahir son esprit, mais il la repoussa. « Non, je vais bien, » murmura-t-il. « J'ai juste besoin de me reposer. Après, tout reviendra à la normale. » Il prit les clés de sa Mercedes et sortit, avec le masque du succès et de l'arrogance de nouveau en place. Il était la nouvelle étoile montante de la chirurgie. Intelligent, agile, et, malgré son jeune âge, on lui confiait déjà plusieurs opérations complexes. Ses supérieurs l'adoraient, les jeunes infirmières l'admiraient, et ses collègues le voyaient comme un modèle à suivre. Julien avait obtenu tout ce qu'il voulait. Son ancienne vie avec Camille ressemblait à un lointain cauchemar. Il se souvenait à peine du nom de son ex-épouse. Il serra le poing sous la table, essayant de contrôler le tremblement. Il accusa la climatisation qui était trop froide. « Docteur ?» dit son assistant avec prudence derrière son masque. Ses yeux montraient de la perplexité. Le temps sembla s'arrêter dans cette salle d'opération froide. Julien regarda sa propre main, stupéfait. Il ne pouvait pas l'arrêter. Des gouttes de sueur froide de la taille d'un grain de maïs commencèrent à tremper ses tempes. Il tenta de trouver une excuse. La taille de ce gant est mauvaise. Changetzle, murmura-t-il. Mais lorsqu'il essaya de retirer le gant, le tremblement devint encore plus évident. L'assistant et les infirmières se regardèrent. Julien, le chirurgien star connu pour ses mains fermes, tremblait maintenant comme une personne qui a très froid. « Docteur Julien, êtes-vous sûr que ça va ?» demanda à nouveau l'assistant. Il y avait maintenant de l'inquiétude dans sa voix. « J'ai dit que ça va », aboya Julien, mais il savait qu'il ne pouvait pas continuer. « Prends le relais !»
ordonna-t-il à son assistant d'une voix contenue. Je me sens soudainement mal. Des brûlures d'estomac. Il jeta le scalpel sur le plateau d'instruments et sortit précipitamment du bloc opératoire, laissant un grand point d'interrogation dans toute son équipe. Il arracha son masque et son bonnet chirurgical dans le couloir et s'appuya contre le mur. Il manquait d'air. Ce n'était plus de la fatigue. Ce n'était pas une migraine. C'était quelque chose qui allait détruire sa carrière, sa fierté, son avenir. Tout dépendait de la fermeté de cette main, et cette main venait de le trahir. Les rumeurs se répandirent plus vite qu'une infection hospitalière. Le docteur Julien a tremblé pendant une opération. Il a failli laisser tomber le scalpel. Il a annulé 3 interventions chirurgicales majeures programmées. Julien s'enferma dans son bureau, refusant tous les appels. Sa fierté était en lambeaux. Il savait qu'il ne pouvait plus l'ignorer. Il devait découvrir ce qui se passait, mais il avait trop honte que ses collègues l'examinent. Cependant, la peur de tout perdre était plus grande que sa honte. Ce soir-là, il organisa une réunion secrète en dehors des heures de travail. Il prit rendez-vous à 20 et 1 heure, bien après les heures de consultation. Il ravala toute sa fierté et se dirigea vers le bureau du chef de neurologie, le docteur Bernard. Le docteur Bernard était un médecin vétéran, calme, brillant et très dévoué. Le genre de médecin que Julien considérait comme démodé et sans style. Ironiquement, le destin de Julien était maintenant entre les mains du docteur Bernard. « Tiens, Julien, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda le docteur Bernard, regardant calmement Julien qui entrait dans la pièce comme un voleur. Le docteur Julien avait laissé sa blouse dans la voiture. Il était venu comme un patient ordinaire. « Je ressens des symptômes étranges. Mes mains tremblent et ma vision se brouille souvent. » Le docteur Bernard écouta attentivement. Son visage resta calme. Il fit passer à Julien une série de tests neurologiques de base. « Allongez-vous là. Suivez cette lumière. Fermez les yeux. Détendez-vous. » Chaque ordre était comme une gifle pour Julien. Le grand médecin était maintenant un patient obéissant. Après l'examen physique, le docteur Bernard le regarda sérieusement. « Nous devons vous faire une IRM du cerveau et de la moelle épinière dès demain matin. » Immédiatement, le lendemain, Julien subit une série de tests avec un mélange de peur et de déni. Il attendit les résultats dans son bureau, faisant les 100 pas comme un lion en cage. Madame Dubois l'appela plusieurs fois, se plaignant que Julien ne l'emmenait pas dîner à l'hôtel de luxe. « À quoi bon que la vie de ta mère soit comme ça si j'ai un fils médecin à succès, Julien ? »« Je suis occupée, maman !» cria Julien et raccrocha. Son portable sonna de nouveau. Cette fois, c'était le docteur Bernard. Les résultats étaient prêts. « Julien, peux-tu venir à mon bureau maintenant ?» Le cœur de Julien se serra. D'un pas lourd, il se dirigea vers le bureau du docteur Bernard. Le médecin vétéran l'attendait déjà. Sur le grand écran d'ordinateur derrière son bureau, les résultats de l'IRM de Julien étaient affichés. Le docteur Bernard n'y alla pas par 4 chemins. « Julien, assieds-toi. » Le docteur Bernard montra l'écran. « Regarde ça. » Il pointa plusieurs taches blanches anormales sur la moelle épinière et le nerf optique de Julien. « Ce n'est pas une tumeur ni un AVC. »« Alors, qu'est-ce que c'est ?» murmura Julien d'une voix tremblante. « C'est une maladie auto-immune. Rare, très agressive. Le traitement ici ne fera que ralentir la progression, Julien. Il n'arrêtera ni n'inversera les dommages déjà causés. Étant donné que votre profession est celle de chirurgien, nous avons besoin d'une solution radicale. » Laquelle ? Quelle est la solution ? Dites-la-moi. Une greffe de cellules souches hématopoïétiques. Elle réinitialisera votre système immunitaire. C'est votre seul espoir de pouvoir à nouveau tenir un scalpel. Une petite lueur d'espoir s'alluma chez Julien. D'accord, faisons-le. Quand pouvons-nous le programmer ? Le docteur Bernard soupira profondément. C'est la partie la plus difficile. Cette procédure n'est pas disponible ici en France. Pour ce type de maladie auto-immune, il faut la faire à l'étranger, comme à Singapour ou en Allemagne. Le cœur de Julien se serra de nouveau. Le coût, combien ça coûte ? Le docteur Bernard regarda Julien avec compassion. L'estimation approximative pour toute la procédure, le séjour médical et la récupération initiale, est d'environ 5 millions d'euros. 5 millions d'euros. Ce chiffre frappa Julien au plexus solaire comme un marteau invisible. Il eut le souffle coupé. 5 millions. Il n'avait même pas 15 000 euros sur son compte.
Tout son salaire servait à payer les mensualités de la Mercedes, l'hypothèque du Pantouse de luxe, les cartes de crédit de Madame Dubois et son faux style de vie. « Et mon assurance ?» murmura Julien, espérant un miracle. Le docteur Bernard ouvrit un autre dossier. « L'assurance professionnelle. Nous ne couvrons que les maladies graves enregistrées. La vôtre entre dans la catégorie des maladies rares et la procédure de greffe de cellules souches pour les maladies auto-immunes est encore considérée comme expérimentale par de nombreuses compagnies d'assurance. La couverture maximale sera pour les frais de diagnostic et de traitement initial ici. Peut être environ 150 000 €. Non. Julien secoua la tête. Impossible. Ce n'est pas possible. 5 millions. Il rit. Un rire sec qui sonnait comme un pleur. Le docteur, Julien, l'as de la chirurgie qui avait insulté sa femme parce qu'elle n'était pas à son niveau. Il était maintenant là, complètement ruiné, et avec un diagnostic d'une maladie rare qui menaçait de le rendre aveugle et paralysé. Julien sortit du bureau du docteur Bernard en titubant. Il arriva à son Pantouse. Madame Dubois regardait la télévision dans le salon luxueux. « Julien, te voilà enfin. Maman a commandé un dîner cher avec ta carte de crédit. Viens manger. » Julien regarda sa mère avec des yeux vides. « Je suis malade, maman, » murmura-t-il. « De quoi? Un rhume? Je te l'avais dit. »« Ce n'est pas un rhume, » cria Julien. Sa voix explosa. « Je suis gravement malade. J'ai besoin d'une opération à l'étranger. Ça coûte 5 millions d'euros. » La cuillère que Madame Dubois tenait tomba sur son assiette en porcelaine chère. « 5 millions? C'est une blague, Julien? Où allons-nous trouver cet argent? Nous venons de payer la compte de ta nouvelle voiture. »« Ce n'est pas une blague, maman, » cria Julien. La panique s'empara enfin complètement de lui. « Je pourrais devenir aveugle. Je pourrais devenir paralysé. Ma carrière est finie, et nous n'avons pas d'argent. Nous n'avons rien. » Toutes les amies du cercle social qu'il avait loué l'évitaient maintenant comme la peste. Madame Dubois jeta son téléphone sur le canapé. « Ce sont toutes des menteuses. Elles sont méchantes. » Julien regarda sa mère avec dégoût. « Tu te rends compte maintenant qu'elles ne sont tes amies que quand tu as quelque chose dont tu peux te vanter, tout comme mes amis ?» La panique était une pièce silencieuse. Julien et Madame Dubois y étaient maintenant piégés. Le cri de Julien « Nous sommes ruinés !» résonna dans leurs luxueux Pantouse, rebondit sur les murs en marbre importé et les meubles coûteux encore à payer, puis les frappa de nouveau avec un silence assourdissant. Madame Dubois, le visage pâle, fut la première à rompre ce silence. Mais ce ne fut pas avec une lamentation de compassion pour son fils. « Non, ce n'est pas possible », murmura Madame Dubois d'une voix tremblante. Elle ne regarda pas Julien qui était assis sans force sur le sol. Elle regarda autour d'elle, le tableau abstrait coûteux au mur, le lustre en cristal, la télévision à écran plat de 80 pouces. « Nous ne pouvons pas être ruinés, Julien. Ce Pantouse, ta voiture, les sacs à main de maman, tout ça. » Julien rit. Un rire sec qui sonnait comme le gémissement d'un mourant. « C'est ça le problème, maman. Tout ça, c'est une illusion. » Il se leva et donna un coup de pied dans la table basse en verre devant lui, qui glissa en grinçant sur le côté. « Ce Pantouse, c'est une hypothèque sur 20 ans, maman. Nous avons à peine payé 10 mensualités. Sa valeur actuelle est bien inférieure au capital que nous devons à la banque. Si nous le vendons, nous devrons encore des centaines de milliers d'euros. Et la Mercedes dont tu te vantais dans ton cercle social, maman. » Madame Dubois essayait encore de nier. « Cette voiture. » Julien se frotta le visage brusquement. « C'est un crédit sur 7 ans, maman. 7 ans. Les intérêts nous étouffent. Si nous la vendons maintenant, nous n'aurons pas assez pour rembourser le reste de la dette. Nous n'avons rien, que des dettes. Des dettes partout. Il faut. » Madame Dubois eut le souffle coupé. Elle pensa au sac de créateurs qu'elle avait accumulé dans son placard. Son cœur se serra. Près de la moitié étaient des contrefaçons de haute qualité qu'elle avait achetées pour continuer à bien paraître dans son cercle social sans avoir à continuer d'utiliser les cartes de crédit de Julien. Il vivait vraiment un mensonge. Alors, qu'est-ce qu'on fait? 5 millions. Madame Dubois s'effondra enfin sans force sur le canapé coûteux. Mes amis, celle du cercle social. Madame Ortiz, la femme du directeur de la banque. Madame Jiménez, la femme du magnat de la construction. Elles peuvent sûrement aider. Elles ne laisseront pas leur ami souffrir. Ce vain espoir brûla un instant.
Madame Dubois prit son téléphone avec des mains tremblantes. Elle appela Madame Ortiz. Une voix joyeuse répondit. « Allô, Pilar? Qu'y a-t-il à cette heure? Mais enfin, ma chérie, s'il te plaît, aide-moi, aide-moi. » Madame Dubois fondit instantanément en larmes hystériques. « C'est Julien. Julien est très malade, ma chérie. Il a besoin d'une opération à 5 millions. S'il te plaît, ma chérie, prête-moi un peu d'argent. » Il y eut un bref silence à l'autre bout du fil, et cette voix joyeuse disparut instantanément. « 5 millions? Mon Dieu, Pilar, c'est beaucoup trop. Ah, je suis désolée, Pilar. Mon mari est en réunion importante à l'étranger et je ne peux pas le déranger. Et je suis très occupée à préparer un événement caritatif. Je te rappelle plus tard, Pilar. » Clic. On lui avait raccroché au nez. Madame Dubois resta stupéfaite. Elle tenta de rappeler. La ligne était occupée. Elle appela Madame Jiménez. L'appel fut rejeté. Elle rappela. Rejeté de nouveau. Elle appela Madame Vega. La réponse fut la même. « Ah, Pilar. Nous aussi, nous avons besoin de fonds pour une rénovation en ce moment. C'est un mauvais moment. Toutes les amies du cercle social qui l'avaient loué l'évitaient maintenant comme la peste. » Madame Dubois jeta son téléphone sur le canapé. « Ce sont toutes des menteuses. Elles sont méchantes. » Julien regarda sa mère avec dégoût. « Tu te rends compte maintenant qu'elles ne sont tes amies que quand tu as quelque chose dont tu peux te vanter, tout comme mes amis. » Maintenant, c'était au tour de Julien. Il ne pouvait pas compter sur sa mère. Il devait agir seul. Mais sa fierté de grand médecin lui interdisait de supplier. Il tenta d'appeler quelques collègues médecins qu'il considérait comme proches. « Allô, Marc? Désolé de te déranger si tard. » Julien appela son collègue chirurgien, Marc Vidal. « Oh, docteur Julien, qu'est-ce qui se passe? » Julien déglutit. « Écoute, Marc, j'ai une très bonne opportunité d'investissement immobilier à l'étranger qui s'est présentée. J'ai besoin de liquidités de toute urgence. Entre 500 000 et 1 million d'euros. Tu as quelque chose? » On entendit un petit rire à l'autre bout du fil. « Eh bien, le docteur Julien joue maintenant dans la cour des grands de l'investissement. Je m'incline, docteur. Avec votre nouvelle Mercedes et votre nouveau Pantouse, vous êtes bien meilleur pour faire de l'argent. Désolé, docteur. Je viens de payer la compte de la maison de mon fils, donc je suis à sec. Bonne chance avec votre investissement. » Clic. On lui raccrocha au nez. Julien laissa échapper un gémissement étouffé. Tout le monde pensait qu'il était riche. Quelle ironie. L'arrogance qu'il avait construite pendant 1 an était devenue un boomerang qui l'empêchait maintenant de recevoir de l'aide. Il tenta d'appeler 2 autres médecins. La réponse fut similaire. « Désolé, docteur, je n'ai pas d'argent en ce moment. » Désespéré, Julien ravala le dernier reste de sa fierté. Il prit rendez-vous avec le directeur de la clinique. Il devait avouer sa maladie. Peut-être que la clinique pourrait lui accorder un prêt d'urgence à son meilleur employé. Dans le bureau froid du directeur, Julien expliqua sa situation sans drame, juste avec des faits médicaux. Le directeur écouta avec une profonde compassion. « Docteur Julien, je suis vraiment désolé. Inien, c'est une nouvelle très choquante. Bien sûr, nous vous aiderons à tirer le meilleur parti de votre assurance. Mais, directeur, l'assurance ne couvre que 150 000 euros. J'ai besoin de 5 millions. La clinique ne pourrait-elle pas m'accorder un prêt? Peu importe que mon salaire soit prélevé pendant 10 ou 20 ans, supplia Julien. Son attitude arrogante avait complètement disparu. Le directeur secoua lentement la tête. « Docteur Julien, nous sommes une institution médicale, pas une banque. Nous ne pouvons pas allouer une somme aussi importante pour un prêt personnel à un employé, même pour vous. Nos réglementations sont strictes. Le maximum que nous puissions faire est de soutenir avec les 150 000 euros de l'assurance. Pour le reste, je vous suggère d'essayer d'utiliser vos actifs personnels, votre voiture, votre penthouse. » Le coup fut plus dur que le diagnostic du docteur Bernard. Actifs. Encore les actifs. Julien sortit du bureau du directeur, les jambes tremblantes, et je suis très occupée à préparer un événement caritatif. Je te rappelle plus tard, Pilar. Clic. On lui avait raccroché au nez. Madame Dubois resta stupéfaite. Elle tenta de rappeler. La ligne était occupée. Elle appela Madame Jiménez. L'appel fut rejeté. Elle rappela. Rejeté de nouveau. Elle appela Madame Vega. La réponse fut la même. « Ah, Pilar. Nous aussi,
Nous avons besoin de fonds pour une rénovation en ce moment. C'est un mauvais moment. Les jours suivants furent un enfer. Julien fut contraint de demander un congé maladie. La direction de la clinique l'approuva très rapidement, trop rapidement, comme s'ils étaient soulagés de se débarrasser d'un médecin ayant des problèmes de main. Les rumeurs commencèrent à se propager sans contrôle. Les symptômes de Julien s'aggravèrent. Ce matin-là, il se réveilla et le bord de son champ visuel gauche était légèrement flou, comme si un fin voile le recouvrait. La maladie n'attendait pas. Il s'assit dans le salon de son Penthouse sombre et luxueux. Les rideaux lourds étaient tirés. Madame Dubois était enfermée dans sa chambre. Pleurant ou dormant, Julien s'en fichait. Il regarda le téléphone qu'il tenait à la main. Sa liste de contacts était si pleine, mais semblait si vide. Il commença à effacer des noms. Madame Ortiz, bloquée. Marc Vidal, flatteur. Sarah, intéressée. Il effaça des dizaines de noms. L'écran de son téléphone n'avait maintenant que des noms essentiels, des membres de sa famille de son village qui n'avaient pas d'argent. Et puis son doigt s'arrêta sur le L, Lucie. Le nom resta là. Lucie, l'amie de Camille. La seule personne qui pourrait savoir où se trouvait Camille, son ex-femme ordinaire qui l'avait abandonnée parce qu'elle n'était pas à son niveau. Une honte extrême brûla le visage de Julien. Contacter Lucie était l'option la plus basse, c'était l'admission la plus complète de la défaite, c'était la preuve qu'il avait complètement échoué. Mais d'un autre côté, Camille était la seule personne en ce monde qui lui avait tout donné sans condition. Il se souvint des derniers mots de Camille au restaurant. « Vous le regretterez ». Le regret était là maintenant, non pas comme un simple sentiment de culpabilité, mais comme un regret concret, étouffant, sous la forme d'un verdict de cécité et de paralysie. Il regarda le nom de Lucie sur l'écran. Sa main tremblait violemment à cause de la maladie et du désespoir. Il devait le faire. Il n'avait pas d'autre choix. Le courage que Julien avait affiché, celui qu'il avait utilisé pour humilier Camille et comme bouclier d'arrogance à l'hôpital, était maintenant de la taille d'un grain de poussière. Il regarda le nom de Lucie sur l'écran de son portable pendant près d'1 heure. Sa main, maintenant avec un tremblement plus sévère et difficile à contrôler, se leva et s'abaissa plusieurs fois pour appuyer sur le bouton d'appel. Chaque fois qu'il essayait d'appuyer, il lui semblait entendre de nouveau le rire cynique de Madame Dubois et sa propre voix arrogante dans ses oreilles. Nous ne sommes plus au même niveau. La honte lui brûlait la gorge comme de l'acide gastrique. Contacter Lucie, c'était hisser le drapeau blanc. C'était admettre que Camille, la femme ordinaire qu'il avait abandonnée, était son dernier espoir. Pendant qu'il hésitait, son œil gauche se mit à palpiter de nouveau. L'ombre floue sur le bord semblait s'épaissir. La peur de la cécité était bien plus aiguë que la honte. Il inspira brusquement, au diable la fierté. Il appuya sur le bouton d'appel. Ça sonna 1 fois, 2, 3. Juste au moment où Julien pensait que Lucie ne répondrait pas, l'appel fut connecté. Il n'y eut pas de « Allô », juste un silence glacial. « Oh, allô », dit Julien d'une voix rauque. « Allô, Lucie ». On entendit un soupir sarcastique à l'autre bout du fil. « Tiens, le respecté docteur Julien. Tu avais encore mon numéro enregistré ?» La voix de Lucie était si tranchante et pleine de haine qu'elle mina encore plus le courage de Julien. « Lucie, désolée de te déranger si tard. » « Désolée ?» Lucie rit. Un rire pas du tout aimable. « Ça fait plus d'1 an que tu as laissé mon ami comme une ordure et maintenant tu m'appelles pour dire que tu es désolée? Tu ne crois pas que c'est un peu tard? Non, ce n'est pas ça. » Julien se frotta le visage en sueur. « Je voulais juste demander comment allait Camille. » Le rire de Lucie cessa instantanément. Après un moment de silence, on entendit une voix très dangereuse. « Tu as demandé des nouvelles de Camille? Après 1 an sans te soucier de savoir si elle était vivante ou morte? Tu demandes sérieusement maintenant? Ton cerveau de médecin fonctionne encore? Lucie, s'il te plaît? » supplia Julien. Son arrogance avait complètement disparu, remplacée par un désespoir palpable. « J'ai vraiment besoin de lui parler. C'est une question de vie ou de mort? » « De vie ou de mort? » se moqua Lucie. « De vie ou de mort? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es à court d'argent? Tu veux lui demander de financer une autre spécialisation? Ou attends, je sais. Oh, tu es malade. Le karma t'a rattrapé. Julien. » La supposition juste de Lucie fut comme une gifle. Julien resta silencieux, incapable de réfuter. « Je le savais, » cria Lucie. Sa voix s'éleva. « Tu as des problèmes, n'est-ce pas? » Je le savais. Toi et ta mère, vous êtes des parasites.
Vous pensiez que Camille était un distributeur automatique où vous pouviez aller chaque fois que vous aviez besoin d'argent, n'est-ce pas? Lucie, s'il te plaît, écoute-moi. Julien commençait à paniquer. Je ne veux rien entendre, le coupa Lucie. Écoute-moi bien, Julien. Camille est heureuse. Elle a reconstruit sa vie sur les fondations que tu as détruites. Elle a oublié les parasites comme toi et ta mère. N'ose plus jamais la déranger et ne me recontacte plus jamais. Clic. L'appel fut coupé. Julien regarda l'écran de son portable, stupéfait. Lucie, Lucie, attends! Il essaya de rappeler. Son numéro était immédiatement occupé. Lucie l'avait bloqué. Julien jeta de nouveau son téléphone sur le canapé. Il faisait les 100 pas dans son salon sombre, désespéré. Lucie était sa seule voix, et cette voix venait de se fermer. Madame Dubois sortit de sa chambre, le visage bouffi. « Qu'est-ce qui s'est passé, Julien? Tu as obtenu un prêt? Tais-toi, maman, aboya Julien. Tout ça, c'est aussi de ta faute. Si tu ne m'avais pas mis la pression, peut-être que Camille m'aurait encore pardonné. Pourquoi c'est de ma faute? C'est toi qui le voulais. Tu as dit que tu avais honte? Rétorqua Madame Dubois. Leur discussion était inutile. Julien reprit son téléphone. Il ne pouvait pas appeler, mais il pouvait envoyer un message. Avec des mains qui tremblaient violemment d'une combinaison de maladie et de désespoir, il tapa un bref message. « Lucie, je sais que tu me détestes, je le mérite. Mais s'il te plaît, dis à Camille que je suis gravement malade. Je pourrais devenir aveugle et paralysée. J'ai besoin de 5 millions d'euros pour une opération. Je ne demande pas son argent, juste son aide. S'il te plaît? Lucie. Tausing. » Il envoya le message et attendit. 1 minute. 10. 30. Pas de réponse. Son espoir s'éteignit. Lucie s'en fichait vraiment. Bien sûr. Pourquoi s'en soucierait-elle? Julien jeta de nouveau son téléphone. C'était fini. Sa vie était finie. Mais 1 heure plus tard, la notification d'un message retentit. C'était de Lucie. Le cœur de Julien se mit à battre la chamade. Il se précipita pour l'ouvrir. Ce n'était ni une adresse, ni le numéro de téléphone de Camille. C'était juste une réponse froide. Tu crois que Camille est encore la même qu'avant? La Camille ordinaire que tu pouvais piétiner quand tu voulais? Tu crois qu'elle va apprendre que tu es malade et pleurer de chagrin? C'est drôle. Julien s'effondra. Lucie ne faisait que se moquer de lui. Mais sous ce message, il y en avait un autre. La Camille d'aujourd'hui est bien trop occupée à diriger sa nouvelle fondation pour se souvenir des ordures du passé. Si tu as vraiment besoin d'aide, cherche-la toi-même. Ne sois pas un lâche. Le message se terminait là, mais Julien resta figé sur un mot. Fondation. Quelle fondation? Camille avait une fondation? Cette Camille? Ordinaire, les mots de Lucie étaient-ils un piège ou juste une autre moquerie? Avec des mains tremblantes, il se précipita vers l'ordinateur portable qui était sur la table. Avec son œil gauche flou, il dut rapprocher son visage de l'écran. Il ouvrit un moteur de recherche. Que devait-il taper? Fondation Camille. Il le tapa. Le premier résultat le glaça. Ce n'était pas un compte de réseau social ou un blog personnel, c'était un site web professionnel. Fondation Camille. Le cœur de Julien sembla s'arrêter. Il cliqua sur le lien. Une page d'accueil très élégante et professionnelle s'ouvrit. Sur la première page, il y avait la photo d'une femme. C'était Camille. Mais ce n'était pas la Camille qu'il connaissait. La Camille de la photo portait une veste de tailleur bleu marine, bien ajustée. Ses cheveux étaient coupés en un carré élégant et soigné. Elle se tenait devant un bâtiment moderne, souriant légèrement à la caméra. Son sourire n'était plus le sourire doux d'une épouse soumise. C'était le sourire d'une leader, digne, confiante et froide. Sur le mur du hall du bâtiment, derrière elle, il y avait une grande plaque d'argent qui disait « Fondation Camille, transmettre le bien, construire l'avenir ». Julien fit défiler la page vers le bas avec des mains tremblantes. Il lut la section sur la fondation. Fondée par Camille Garcia, auteur du best-seller autobiographique Renaître de ses cendres. La Fondation Camille est une organisation à but non lucratif dédiée à aider ceux qui luttent pour s'en sortir. Auteur d'un best-seller, quand Camille avait-elle écrit un livre? Il continua à lire. Il arriva à la section « Nos principaux programmes ». Il y en avait plusieurs,
Et ses yeux se fixèrent sur le programme phare, Bourse phare du savoir. Bourse complète et financement pour les chirurgies d'urgence pour les étudiants en médecine exceptionnelle issus de milieux défavorisés. L'ordinateur portable faillit lui tomber des genoux. Julien eut la gorge nouée. C'est impossible. C'est une blague. C'est un cauchemar. Son ex-femme, Camille, qu'il avait insultée parce qu'elle n'était pas à son niveau, était maintenant la fondatrice d'une énorme fondation qui se consacrait spécifiquement à financer les études et les chirurgies d'urgence d'étudiants en médecine. L'ironie était si douloureuse, si cruelle, que Julien eut la nausée. Il se précipita pour chercher des articles sur Camille. Il trouva des dizaines d'articles, des interviews dans des magazines économiques, des interviews dans des émissions de télévision matinale. Le visage de Camille était partout. Camille Garcia. Transformer la douleur en action réelle. Avec des millions d'euros de droits d'auteur, la Fondation Camille est prête à former des centaines de nouveaux médecins. Julien regarda l'écran de l'ordinateur portable, puis la pile de lettres de recouvrement de dettes sur son bureau. Il se tint l'œil gauche qui commençait à lui faire mal. Lucie avait raison. La Camille d'aujourd'hui n'était pas la Camille d'avant. C'était quelqu'un qui était hors de sa portée. C'était la personne qui détenait la clé de tous ses problèmes, et c'était la personne qui l'avait le plus blessé en ce monde. Il ne ressemblait plus à un petit avocat défendant une épouse opprimée. Il ressemblait à un conseiller juridique d'entreprise de haut niveau. Son champ de vision se rétrécissait. La maladie ne lui laissait pas le temps de réfléchir. L'ironie de la situation était trop cruelle, trop parfaite. La femme qu'il avait abandonnée, parce qu'elle n'était pas à son niveau, était maintenant la seule personne au monde spécifiquement dédiée à aider dans des cas comme le sien. Dans sa chambre, Madame Dubois ne pleurait plus. Elle restait simplement silencieuse. Le choc qu'elle avait subi était si grand qu'elle ne pouvait plus traiter la réalité. Son cercle social avait cessé de l'inviter. Ses cartes de crédit supplémentaires avaient été bloquées par la banque. Elle était maintenant piégée, tout comme Julien. Julien savait qu'il n'avait plus le choix. La honte, la fierté, l'arrogance, tout cela ne signifiait rien s'il devenait aveugle et paralysé. Il devait aller voir Camille. Il devait se débarrasser du dernier reste de sa fierté. Le premier problème surgit, l'argent. Il n'avait pas un euro en liquide. Toutes ses cartes de crédit étaient au maximum. Il regarda les clés de sa Mercedes sur la table. Inutile. La société de financement en détenait les papiers. Il jeta un coup d'œil à la montre de luxe à son poignet. C'était le seul bien qu'il possédait, et il l'avait aussi acheté à crédit. Il l'enleva. « Merde !» murmura-t-il. Il enfila une veste pour couvrir son pyjama et sortit en hâte. Il se dirigea vers un prêteur sur gage près du marché, un endroit qu'il aurait autrefois regardé avec dédain. Oui, le docteur Julien dut faire la queue avec des dames qui mettaient en gage de faux bijoux en or. La montre de luxe fut estimée à un prix très bas. Il ne lui resta que de quoi payer l'aller-retour en taxi jusqu'à l'adresse de la fondation et un repas. Le trajet vers le quartier des affaires du centre, où se trouvait l'adresse de la Fondation Camille, ressemblait à un chemin vers l'échafaud. Habitué à conduire sa Mercedes avec arrogance, il était maintenant assis sur la banquette arrière d'une petite voiture qui sentait le désodorisant bon marché. Il regarda par la fenêtre les gratte-ciel qu'il avait autrefois considérés comme son terrain de jeu. La voiture s'arrêta devant le hall d'un immeuble de bureaux moderne et imposant. Les murs de verre s'élevaient, imposants. Le hall en marbre brillait au-dessus des élégantes portes tournantes. Une énorme plaque d'argent scintillait sous le soleil du matin. Fondation Camille. Julien paya le taxi avec l'argent qui lui restait. Il se tint, tremblant, sur le trottoir. C'est réel. Ce n'était pas juste un site web. C'était un petit empire. Il ajusta sa veste froissée. Il se sentait comme un mendiant. D'un pas lourd, il poussa les portes en verre. Le hall de la fondation était très différent de ce qu'il avait imaginé. Ce n'était pas comme le bureau d'une petite ONG miteuse. L'endroit ressemblait plus au hall d'un hôtel 5 étoiles, animé, professionnel et plein d'énergie positive. Plusieurs jeunes gens en uniformes impeccables, probablement des boursiers, marchaient rapidement avec des liasses de documents. Les murs étaient décorés de grandes photographies. Camille serrant la main du recteur d'une université. Camille inaugurant un dispensaire rural. Camille souriant, entourée d'étudiants en médecine qui la regardaient avec admiration. Le cœur de Julien se serra. Tout ça. Camille avait construit tout ça à partir de la douleur qu'il lui avait causée. Il s'approcha prudemment du comptoir de réception, fait d'un bois d'acajou massif et coûteux. Une jeune femme aimable lui sourit immédiatement. « Bonjour, monsieur. Comment puis-je vous aider ?»
Avez-vous un rendez-vous? Julien eut la gorge nouée. Je voudrais voir Madame Garcia. C'est une urgence. La réceptionniste sourit. Un sourire professionnel qui semblait maintenant un bouclier d'acier. Je suis vraiment désolée, monsieur. Sans rendez-vous préalable, je ne peux pas interrompre ces réunions. Si vous souhaitez laisser un message ou... Je vous ai dit que c'est une urgence de vie ou de mort, cria Julien. Sa voix devint désespérée. Ses mains se mirent à trembler violemment et il dut les cacher dans les poches de sa veste. Plusieurs personnes dans le hall commencèrent à se retourner. La réceptionniste sembla un peu nerveuse. Sa main faillit prendre le téléphone pour appeler la sécurité. « Qu'est-ce que c'est que ce raffut ?» On entendit une voix calme, profonde et très familière venant de la direction d'un ascenseur privé dans un coin du hall. Julien se figea. Il reconnut cette voix. Il se retourna lentement. Là, debout, droit, dans un costume gris coûteux et parfaitement taillé, se tenait Maître Leroy, l'avocat de Camille. Son visage était toujours calme, mais le regard derrière ses lunettes chères était maintenant beaucoup plus aiguisé. Le premier problème surgit, l'argent. Il n'avait pas un euro en liquide. Toutes ses cartes de crédit étaient au maximum. Il regarda les clés de sa Mercedes sur la table. Inutile. La société de financement en détenait les papiers. Il jeta un coup d'œil à la montre de luxe à son poignet. C'était le seul bien qu'il possédait, et il l'avait aussi acheté à crédit. Il l'enleva. « Merde !» murmura-t-il. Il enfila une veste pour couvrir son pyjama et sortit en hâte. Le trajet vers le quartier des affaires du centre, où se trouvait l'adresse de la Fondation Camille, ressemblait à un chemin vers l'échafaud. Habitué à conduire sa Mercedes avec arrogance, il était maintenant assis sur la banquette arrière d'une petite voiture qui sentait le désodorisant bon marché. Il regarda par la fenêtre les gratte-ciel qu'il avait autrefois considérés comme son terrain de jeu. La voiture s'arrêta devant le hall d'un immeuble de bureaux moderne et imposant. Et je n'oublie jamais celui qui a laissé passer cette opportunité. Il regarda la réceptionniste. « C'est bon, Mina. Je m'occupe de ce monsieur. » Maître Leroy fit un geste à Julien pour qu'il le suive dans une zone plus privée, une salle d'attente avec de confortables canapés en cuir. Julien s'assit au bord d'un canapé, le corps raide. « Alors » commença Maître Leroy, s'asseyant confortablement en face de lui et croisant les jambes. « Qu'est-ce qui amène Monsieur Pérez par ici après plus d'1 an? Vous n'allez pas me dire que vous avez changé d'avis sur les 485 000 € et que vous voulez les payer, n'est-ce pas? » « Non » interrompit rapidement Julien. « Ce n'est pas ça. Je suis malade, maître. Je suis gravement malade. »« Je sais » répondit sèchement Maître Leroy. Julien resta bouche bée. « Comment le savez-vous? L'amie de Madame Garcia, Mademoiselle Lucie, l'a appelé hier soir. » L'écran de l'ordinateur portable restait allumé, projetant une lumière bleue et froide dans le salon sombre du Penthouse. Le visage de Camille, souriant avec dignité depuis le site web de la Fondation Camille, fut une gifle plus forte que le diagnostic du docteur Bernard. Julien ne dormit pas de la nuit. Il resta simplement assis, paralysé. Dans une main, il tenait les résultats de l'IRM. L'autre tremblait de manière incontrôlable. Son œil gauche était maintenant très inconfortable. « Tiga !» Maître Leroy ne répondit pas. Il regarda simplement Julien avec une expression indéchiffrable. Puis il tendit la main vers la table basse entre eux et prit l'une des brochures épaisses et brillantes qui étaient empilées proprement. C'était la brochure officielle de la Fondation Camille. Maître Leroy ne dit rien. Il fit simplement glisser la brochure vers Julien. La main de Julien, tremblant violemment, prit la brochure, l'ouvrit. À la 2e page, la vision et la mission de la Fondation étaient clairement détaillées. Et à la 3e page se trouvait leur programme phare, bourse phare du savoir, financement éducatif complet et couverture des frais de chirurgie d'urgence pour les étudiants et professionnels de la médecine exceptionnelle. Tout était là, noir sur blanc. Julien leva les yeux et regarda Maître Leroy avec des yeux suppliants. « Maître, ce programme signifie que Camille va m'aider, n'est-ce pas ?» Maître Leroy se renversa dans le canapé. Il regarda Julien pendant un long moment avant de parler enfin d'une voix calme et glaçante. Il est vrai que Madame Garcia a fondé cette organisation pour aider les gens. Mais, Monsieur Pérez, ce programme a une procédure. Quelle procédure? Je ferai n'importe quoi. Maître Leroy sourit légèrement. Bien. Alors, retournez au comptoir de réception. Pourquoi? Demanda Julien confus. Pour prendre un formulaire, répondit Maître Leroy.
Le formulaire de demande pour les bénéficiaires d'aide médicale. Vous devrez le remplir entièrement. Joindre une attestation de situation précaire délivrée par les services sociaux de votre mairie, un état de vos dettes, le diagnostic officiel du docteur Bernard et bien sûr, une lettre de recommandation. Ensuite, notre équipe examinera si vous remplissez les conditions requises. Julien se figea. Attestation de situation précaire. Le docteur Julien devant se rendre dans un bureau municipal pour demander un certificat de pauvreté. Monsieur Pérez, continua Maître Leroy, vous n'êtes pas ici en tant qu'ex-mari cherchant la compassion. Vous êtes ici, Monsieur Pérez, en tant que demandeur, un suppliant, comme des dizaines d'autres demandeurs. Maintenant, allez prendre le formulaire. Julien sortit en titubant du grand hall de la Fondation Camille. Son corps se sentait à la fois léger et lourd, comme si son âme s'était échappée. Dans sa main, il tenait une brochure et quelques feuilles d'un formulaire de demande qui semblait plus lourde que le verdict du docteur Bernard. Formulaire de demande de bénéficiaires d'aide médicale. Attestation de situation précaire délivrée par les services sociaux de la mairie. Ces mots dansaient devant ses yeux de plus en plus flous. Oui, le docteur Julien, dont la photo était parue dans le magazine interne de la clinique, devait maintenant supplier pour un certificat de pauvreté dans un bureau municipal. C'était un niveau d'humiliation qu'il n'avait jamais imaginé. Maître Leroy ne l'avait même pas raccompagné à la porte. Il l'avait laissé partir seul, passant entre les regards curieux des jeunes employés qu'il avait vu entrer avec l'avocat et le voyait maintenant sortir, le visage pâle. Il arriva à son penthouse, qui ressemblait maintenant à une prison de luxe. Madame Dubois l'accueillit immédiatement à la porte. « Qu'est-ce qui s'est passé, Julien? Tu as vu Camille? Elle a dit qu'elle allait t'aider. Elle t'aime sûrement encore, maman. Elle le doit bien. » Julien ne répondit pas. Il se dirigea directement vers la table de la salle à manger et jeta le formulaire de demande sur la table en marbre. « Lise-le, » murmura-t-il. Madame Dubois prit les papiers. Ses yeux s'écarquillèrent en lisant le titre du formulaire. « Qu'est-ce que c'est? Pourquoi dois-tu remplir un formulaire? C'est ton ex-femme. » Puis ses yeux se posèrent sur la liste des exigences. Joindre une attestation de situation précaire délivrée par les services sociaux de la mairie. La voix de Madame Dubois devint aiguë. « Camille est folle, elle veut nous humilier. Elle veut nous faire supplier. Elle a réussi, maman, » cria Julien. Sa voix se brisa. Il frappa le mur à côté, mais son poing tremblait tellement qu'il se sentit faible. « Elle a réussi à faire de moi un mendiant. Tu crois que j'ai le choix, hein? Tu veux que je devienne aveugle? Tu veux pousser mon fauteuil roulant dans ce pentouse que la banque saisira le mois prochain? » Madame Dubois se tut. Son visage était pâle. La réalité la frappa sans pitié. « Prends ton sac, maman, » ordonna froidement Julien. « On va aux services sociaux. Maintenant. »« Ta. Mais Julien, j'ai honte, » gémit Madame Dubois. « Qu'est-ce qui te fait le plus honte? Aller aux services sociaux ou voir les huissiers venir te jeter hors de ce pentouse devant toutes les amies de ton cercle social? » Madame Dubois ne put réfuter. Le corps tremblant, elle s'habilla. Elle mit exprès de grandes lunettes de soleil et un masque, espérant que personne ne la reconnaîtrait. Oui, le docteur Julien, dont la photo était parue dans le magazine interne de la clinique, devait maintenant supplier pour un certificat de pauvreté dans un bureau municipal. C'était un niveau d'humiliation qu'il n'avait jamais imaginé. Maître Leroy ne l'avait même pas raccompagné à la porte. Il l'avait laissé partir seul, passant entre les regards curieux des jeunes employés qu'il avait vu entrer avec l'avocat et le voyait maintenant sortir, le visage pâle. Madame Dubois avec son sac de contrefaçon dissimulé, et Julien, le jeune médecin au visage connu, maintenant assis sur une chaise d'attente en plastique orange fissuré. « Eh, ce n'est pas le docteur Pérez du Pentouse ?» murmura un employé à son collègue. « Si. Qu'est-ce qu'il fait ici? » « C'est le guichet de l'aide sociale. » Julien baissa simplement la tête, serrant ses mains tremblantes sur ses genoux. Madame Dubois fit semblant d'être occupée avec son téléphone, bien que l'écran soit éteint. Quand leur tour arriva, Julien s'approcha du guichet d'un pas lourd. « Bonjour, monsieur. Comment puis-je vous aider? »« Je voudrais demander une attestation de situation précaire, » dit Julien d'une voix à peine audible. L'employé leva les yeux, surpris. « Excusez-moi, monsieur. Pour qui? »« Pour moi. » Julien Pérez. L'employé le regarda de haut en bas. « Vous êtes bien le docteur Pérez, celui du Pentouse, n'est-ce pas? »« Excusez-moi, mais vous n'en avez pas l'air, monsieur. »« Je suis malade, » cria Julien. Sa voix s'éleva. « Je suis gravement malade.
J'ai besoin d'une opération à 5 millions. Je ne travaille plus. Je suis ruinée. Je n'ai pas d'argent. C'est clair? Donnez-moi juste le formulaire. Tout le bureau se tut. Tous les yeux étaient fixés sur Julien. Madame Dubois voulut s'évanouir sur place. Cette humiliation était pire que la mort. Après un processus qui sembla une éternité, rempli de regards soupçonneux et de chuchotements piquants, ce précieux morceau de papier fut enfin entre les mains de Julien. Attestation de situation précaire. Le tampon du bureau municipal semblait une marque au fer rouge lui brûlant la paume de la main. Cette nuit-là, Julien ne put dormir. Il s'assit à son bureau sous une faible lampe de lecture, remplissant, page par page, le formulaire de demande de la Fondation Camille. Nom du demandeur, Julien Pérez. Profession, chirurgien, inactif. Il arriva à la section de l'état des dettes. Il écrivit tout, un par un, ravalant sa fierté à chaque mouvement du stylo. Hypothèque Penthouse Mirasiera, 1 million €. Crédit véhicule Mercedes classe E, 225 000 €. Carte de crédit, Banque A, 25 000 €. Carte de crédit Banque B, 25 000 €. Prêt personnel Banque C, 15 000 €. Le total dépassait 2 millions d'euros. Dans la section Actifs possédés, il écrivit un mot « aucun ». Il joignit l'attestation de situation précaire, des copies de toutes ses lettres de recouvrement de dettes et le diagnostic du docteur Bernard. C'était un dossier parfait de sa faillite et de son échec. Le lendemain matin, il retourna à l'immeuble de la Fondation. Cette fois, son apparence était encore plus négligée. Il ne s'était pas rasé. Ses yeux étaient rouges. Il tendit le dossier épais à la réceptionniste, Mina, qui le reçut avec le même sourire professionnel. « Oui, monsieur, j'ai reçu le dossier. Notre équipe d'examen le traitera. Veuillez patienter. » Julien attendit dans le hall. 1 heure, 2, 3, il vit les gens passer. Il vit des étudiants en médecine joyeux, probablement financés par Camille. Juste au moment où il pensait qu'on lui dirait de partir, Maître Leroy apparut de l'ascenseur. « Monsieur Pérez, Madame Garcia va vous recevoir maintenant. » Le cœur de Julien sembla s'arrêter. Il était temps de suivre Maître Leroy comme un agneau à l'abattoir. Ils montèrent dans l'ascenseur privé jusqu'à l'étage du Penthouse, le plus haut. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent directement sur un bureau très spacieux. Les murs étaient en verre, offrant une vue à 180 degrés sur la ville. Au centre de la pièce, derrière un énorme et impeccable bureau en acajou, était assise Camille. Quand leur tour arriva, Julien s'approcha du guichet d'un pas lourd. « Bonjour, monsieur. Comment puis-je vous aider ?»« Je voudrais demander une attestation de situation précaire, » dit Julien d'une voix à peine audible. L'employé leva les yeux, surpris. « Excusez-moi, monsieur. Pour qui ?»« Pour moi. » Julien Pérez. L'employé le regarda de haut en bas. « Vous êtes bien le docteur Pérez, celui du Penthouse, n'est-ce pas ?»« Excusez-moi, mais vous n'en avez pas l'air. » Cette nuit-là, Julien ne put dormir. Il s'assit à son bureau sous une faible lampe de lecture, remplissant, page par page, le formulaire de demande de la Fondation Camille. Nom du demandeur, Julien Pérez. Profession, chirurgien, inactif. Il arriva à la section de l'état des dettes. Il écrivit tout, un par un, ravalant sa fierté à chaque mouvement du stylo. Julien retint son souffle. La Camille qu'il voyait maintenant n'était pas celle des photos, elle était beaucoup plus imposante. Ses cheveux étaient relevés en un chignon élégant et moderne. Elle portait une élégante blouse en soie de couleur émeraude. Son visage était subtilement mais fermement maquillé. Elle lisait quelque chose sur l'écran de son ordinateur. Elle ne leva pas les yeux immédiatement quand Julien et Maître Leroy entrèrent. Cette nuit-là, Julien ne put dormir. Il s'assit à son bureau sous une faible lampe de lecture, remplissant, page par page, le formulaire de demande de la Fondation Camille. Nom du demandeur, Julien Pérez. Profession, chirurgien, inactif. Il arriva à la section de l'état des dettes. Il écrivit tout, un par un, ravalant sa fierté à chaque mouvement du stylo. « Monsieur Pérez, » dit-elle, sa voix toujours plate. « Vos excuses ne m'intéressent pas. C'est votre affaire personnelle et cela n'a aucune valeur dans cette proposition commerciale. » Commerciale ? Julien ouvrit la bouche. Bien sûr. Cette fondation est une entité légale. 5 millions d'euros est un très gros investissement pour sauver une vie.
Mon équipe doit examiner si l'actif a sauvé vos secours. Julien se sentit poignardé. Actif? Tu me considères comme un actif? Bien sûr. Vous êtes un chirurgien formé? Vous avez une compétence? Ce serait dommage que vous deveniez aveugle ou paralysé. Camille le fixa. Mais vous avez un très mauvais historique dans la gestion des investissements que d'autres vous ont fournis. Cette phrase toucha Julien en plein cœur. Camille faisait référence au coût de ses 5 années de scolarité. Julien baissa la tête. Il était complètement vaincu. Alors, Camille. Julien retint son souffle. La Camille qu'il voyait maintenant n'était pas celle des photos, elle était beaucoup plus imposante. Ses cheveux étaient relevés en un chignon élégant et moderne. Elle portait une élégante blouse en soie de couleur émeraude. Son visage était subtilement mais fermement maquillé. Elle lisait quelque chose sur l'écran de son ordinateur. Elle ne leva pas les yeux immédiatement quand Julien et Maître Leroy entrèrent. La fondation couvrira l'intégralité des 5 millions d'euros pour votre opération à Singapour. Oh mon Dieu! Merci Camille. Merci. Et, continua Camille comme si Julien n'avait pas parlé, la fondation prendra également en charge toutes vos dettes de consommation. Les 2 millions d'euros. Julien resta bouche bée. Quoi, Camille? Tu vas? Payer les mensualités de ma voiture? L'hypothèque de mon Penthouse? Correct. Je ne veux pas que vos actifs soient dérangés par les créanciers pendant votre convalescence. Julien n'arrivait pas à y croire. C'était plus que ce à quoi il s'attendait. Camille, je ne sais pas quoi dire. Ne dites rien. Parce que ce n'est pas un cadeau, dit Camille. Ce n'est ni de la charité, ni de la compassion. Camille se leva et se dirigea vers la grande baie vitrée, regardant la ville en contrebas. C'est une bourse. Un contrat de travail. Julian s'attendit. Contrat de travail? Camille se retourna. Ses yeux se plantèrent dans ceux de Julien. Il n'y avait aucune trace d'amour en eux, seulement du pur calcul commercial. La Fondation Camille investira un total de 7 millions d'euros en vous. Après votre rétablissement complet, et vous vous rétablirez, vous ne serez plus le docteur Julien, arrogant et libre. Vous serez un actif appartenant à la Fondation Camille. Julien regarda Camille, incrédule. Un actif. Madame Garcia, Monsieur Pérez est ici, dit Maître Leroy à voix basse. Camille finit de lire, puis leva lentement la tête. Ses yeux étaient ce qui avait le plus changé. Autrefois remplis d'amour et d'adoration, ils étaient maintenant froids, calmes et aiguisés comme ceux d'un oiseau de proie. Il n'y avait ni amour ni haine, seulement du calcul. « Monsieur Pérez, asseyez-vous » dit Camille. Sa voix était plate. Pas Julien, mais « Monsieur Pérez » La main tremblante de Julien ouvrit le dossier. À l'intérieur, il n'y avait pas une feuille, mais des dizaines de feuilles de contrats juridiques denses, y compris un accord de cession de dette et un contrat d'engagement. Camille commença à expliquer. Sa voix était plate et sans émotion, comme si elle lisait un rapport financier. Premièrement, la Fondation réglera l'intégralité de vos dettes de 7 millions d'euros sous 24 heures. Monsieur Pérez, dit-elle, sa voix toujours plate. Vos excuses ne m'intéressent pas. C'est votre affaire personnelle et cela n'a aucune valeur dans cette proposition commerciale. Commerciale? Julien ouvrit la bouche. Bien sûr. Cette fondation est une entité légale. 5 millions d'euros est un très gros investissement pour sauver une vie. Mon équipe doit examiner si l'actif a sauvé vos secours. Julien se sentit poignardé. Actif? Où vais-je vivre? Troisièmement, la Fondation vous fournira un logement de base pendant la durée du contrat. Une chambre dans la résidence du personnel de notre dispensaire. Quatrièmement, ce contrat est contraignant. Vous devrez consacrer votre carrière de médecin sous les auspices de la Fondation Camille. Étant donné que l'investissement total de la Fondation en vous est de 7 millions d'euros et que le salaire standard d'un médecin dans notre dispensaire est de 4 000 euros par mois. Camille prit une calculatrice sur son bureau et tapa en silence. Vous serez sous contrat d'engagement exclusif avec nous pendant 28 ans. 28 ans. Julien se dégonfla. C'était une condamnation à perpétuité. Cependant, continua Camille comme si elle lisait dans ses pensées. Si vous travaillez très bien, notre fondation a un programme de libération anticipée pour les actifs d'excellence. Si vous pouvez démontrer un dévouement et un service exceptionnel dans une zone reculée,
Votre contrat pourrait être révisé. Zone reculée, murmura Julien. Vous ne pensiez sûrement pas que je vous affecterais à un hôpital de luxe à Paris, n'est-ce pas, monsieur Pérez? Camille sourit légèrement. Ce fut le premier sourire que Julien vit, et ce fut le plus terrifiant. Vous serez affecté à notre dispensaire de service dans un village de montagne à 8 heures de la ville. Julien baissa la tête. Il n'avait pas le choix. Signer un contrat de 28 ans dans un village isolé, ou devenir aveugle, paralysé et poursuivi par les créanciers en prison. Je signerai, murmura Julien. Un choix judicieux, dit Camille. Elle lui tendit un stylo coûteux. Julien prit le stylo. Sa main tremblait violemment, moitié à cause de la maladie, moitié parce que son destin venait d'être scellé. Il signa chaque page que Maître Leroy lui indiqua. « Bien », dit Camille dès que la dernière signature fut apposée. « Maître Leroy vous emmènera à la banque pour ouvrir un nouveau compte au nom de la Fondation et préparera votre départ pour Singapour après-demain. Travaillez dur, docteur Pérez. » Camille se retourna vers l'écran de son ordinateur, ignorant complètement Julien, comme si la réunion était terminée et que Julien n'était plus dans la pièce. 2 jours plus tard, l'équipe de Maître Leroy arriva aux Pentouzes. Madame Dubois, qui pensait que Camille changerait d'avis et les laisserait rester, pleura hystériquement. « Camille, tu es diabolique. Comment peux-tu faire ça? C'est notre maison. » « Où allons-nous vivre? » Maître Leroy montra simplement un ordre de saisie valide. « Je suis désolé, madame. Cette hypothèque a été payée par la Fondation. Selon le contrat, cet actif devient la propriété de la Fondation. Vous avez 1 heure pour récupérer vos effets personnels. » L'arrogante Madame Dubois dut fourrer ses vêtements dans une valise de force en écoutant les commérages des voisins. La Mercedes de Julien fut remorquée du garage souterrain. Madame Dubois fut emmenée en taxi dans un petit appartement étouffant en banlieue, dont les 3 premiers mois de loyer furent payés par la Fondation. Après cela, elle devrait se débrouiller seule. Pendant ce temps, Julien subit l'opération à Singapour. Tout se passa bien. La technologie des cellules souches réussit à réinitialiser son système immunitaire. Son processus de récupération fut long et solitaire. Il n'y avait pas de Madame Dubois pour s'occuper de lui, ni de collègues pour lui rendre visite, seulement une infirmière engagée par la Fondation. 2 mois plus tard, Julien retourna en France. Il était complètement rétabli. Ses mains ne tremblaient plus. Sa vision était de nouveau claire. Mais il n'était plus un homme libre. Il fut récupéré à l'aéroport par un employé de la Fondation. On lui remit une simple chemise d'uniforme, avec le logo de la Fondation Camille, et il fut immédiatement conduit à la gare routière. Un voyage de 8 heures dans un bus de ligne bondé et chaud, puis un trajet de 2 heures en taxi de campagne sur un chemin de terre. Il arriva enfin au dispensaire de service, un simple bâtiment blanc au milieu d'un village entouré de champs. Il n'y avait pas de climatisation, seulement des ventilateurs. Pas d'équipement de haute technologie, juste un stéthoscope, un tensiomètre et des médicaments de base. L'ancien as de la chirurgie, Julien, devait maintenant traiter la toux, le rhume, la diarrhée et assister aux accouchements avec un équipement de base. Au début, il se sentit furieux, plein de ressentiment et humilié, mais il n'avait pas le choix. Chaque jour, il travaillait sous la stricte supervision du directeur du dispensaire. À Paris, Madame Dubois souffrait. L'argent des 3 mois s'épuisa. Elle fut obligée de vendre ses sacs. Oui, la même femme qui avait autrefois humilié Camille devait maintenant travailler comme aide dans un restaurant, faisant la vaisselle, luttant pour survivre. Chaque fois qu'elle voyait le visage de Camille aux informations télévisées en tant que philanthrope de premier plan, Madame Dubois ne pouvait que pleurer dans son petit appartement de location, avec un regret infini. 6 mois passèrent, et Julien commença à s'habituer. Il commença à trouver quelque chose qui lui avait manqué dans sa vie, la sincérité. Il vit les patients du village qui étaient très reconnaissants, juste parce qu'il les examinait. Il aida un enfant avec un bras cassé, avec des outils de base. Il réalisa que le sens d'être médecin n'était pas le luxe ou le statut. Un après-midi, un hélicoptère atterrit dans le champ du village, surprenant tous les résidents. Julien, qui soignait la blessure d'un fermier, leva les yeux. De l'hélicoptère descendit Camille, accompagnée de Maître Leroy. Elle était venue pour une inspection de routine. Camille, vêtue d'une chemise en lin impeccable, entra dans le dispensaire. Elle vit Julien, qui était maintenant un peu bronzé par le soleil. Sa chemise d'uniforme était trempée de sueur. Camille ne le salua pas personnellement,
Elle vérifia les livres d'inventaire des médicaments et les dossiers des patients. Elle s'arrêta devant Julien, qui consolait un enfant qui pleurait à cause d'une injection. La main de Julien, qui avait autrefois tremblé à cause de la maladie et de l'arrogance, était maintenant très ferme et douce en tapotant le dos de l'enfant. Leurs regards se croisèrent un instant. Julien inclina la tête en guise de salut. « Bonjour, Madame Garcia. Le rapport quotidien des patients est sur le bureau du directeur. » Camille le regarda longuement. Il n'y avait plus de colère dans ses yeux, juste le regard d'une dirigeante envers son employé. « Bon travail, docteur Pérez. Continuez comme ça. Il vous reste 27 ans et demi. » Camille se retourna et retourna à son hélicoptère. Julien regarda l'hélicoptère s'envoler. Il soupira profondément. Il n'était vraiment pas au niveau de Camille. Camille était au ciel et lui était sur terre. Camille avait parfaitement gagné. Elle n'avait pas seulement récupéré son argent, elle ne s'était pas seulement vengée. Elle avait pris la vie de Julien, l'avait détruite, puis l'avait reconstruite à sa propre version. Non pas comme un mari arrogant, mais comme un médecin dévoué. Camille avait réussi à transmettre le bien de la manière la plus douloureuse et la plus juste possible. Une brève leçon. L'arrogance est la dette aux intérêts les plus élevés. Elle sera recouvrée lorsque nous serons le moins préparés. La sincérité, en revanche, est un investissement. Elle sera souvent remboursée au double, de la manière la plus inattendue,